Bonjour, je suis le docteur Juan Carlos Gamba de Burning House en Colombie. Aujourd'hui, je suis avec la compagnie de mon collègue du Canada, Jason Lessard. Bonjour, Jason. Bonjour Juan Carlos, Ça va bien? ça va très bien toi? Bien, excellent, merci. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va vous présenter un cas de sciatique qui a été vraiment laborieux, traité par Pierre Schmidt, grand homéopathe de son époque, lequel a connu un parcours ardu pour arriver à la prescription de la médication curative de ce cas de sciatique. Alors, Juan Carlos, tu as eu la motivation de revisiter ce cas suite à une correspondance avec un collègue français qui t'a contacté, lequel démontrait un intérêt dans ton travail suite au visionnement d'un cas que tu publies sur ta chaîne YouTube Bonnie-Gozen Colombie. Depuis quelques années, tu travailles avec l'approche d'Hahnemann en utilisant le répertoire de Bonnie-Gozen, en te servant du logiciel TBR2, exact? Oui, c'est ça. Effectivement, ça fait longtemps que je travaille avec les logiciels et j'aimerais démontrer d'aujourd'hui, avec un cas très difficile, la précision, la fidélité, la façon dont on peut utiliser davantage les TBR2. D'accord. Alors, c'est ça, comme Juan Carlos vient de vous dire, le but ici, c'est de vous démontrer qu'en utilisant le TBR2, le répertoire de Bonnie-Gozen, comment rapidement et avec précision et avec une approche différente de la méthode kantienne, on peut arriver tout de suite, dès le début, à la médication indiquée. Ceci nous démontre la fiabilité et la précision de ce logiciel. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va donc commencer à relater le cas décrit par Pierre Schmidt au niveau de la sciatique, étape par étape, en tenant compte des symptômes caractéristiques et consistants que nous avons retenus pour ce cas. Ces symptômes-là, nous les avons mis en surbrillance jaune dans le texte afin de vous indiquer quels symptômes nous avons retenus pour arriver dès la première consultation à la médication indiquée. Alors, voici ce cas. C'est un cas de sciatique datant de 1926, présenté par Pierre Schmidt, grand homéopathe de son époque, qui, malgré sa grande expérience, a dû utiliser plusieurs remèdes pour arriver à la guérison de ce cas. Alors, c'est l'histoire d'une jeune épouse de 26 ans, genevoise, mariée depuis 6 mois, de parents rhumatisants et arthritiques, qui n'a jamais souffert que de lumbago, vient me trouver parce que depuis 3 mois, elle est soignée sans succès par un allopathe pour une sciatique gauche, très douloureuse. Tous les traitements possibles ont été essayés jusqu'à présent, médicamenteux et physiothérapiques, extension, massage. De guerre lasse, elle a consulté un homéopathe éclectique qui lui a fait des piqûres de naïodine 2 avec comme résultat de l'insomnie, une nervosité augmentée et un chatouillement continuel de la plante des pieds. C'est pendant son voyage de noces, alors qu'elle voyageait dans une auto ouverte, qu'elle a ressenti les premières douleurs qui débutèrent tout d'abord à la racine du sciatique, puis irradièrent surtout dans le mollet et le talon. La douleur semble voyager de l'un à l'autre de ces points et elle est fortement aggravée dans la position assise par le mouvement. Par contre, le mouvement soulage immédiatement. La marche surtout. Le moment le plus pénible est le matin vers 5 heures, car elle est réveillée alors par une forte douleur. Le repos l'aggrave notoirement. Tousser, éternuer l'aggrave également. Les frictions n'ont pas non plus amélioré cet état, et depuis, toute la région sacrée est le siège de douleurs rhumatismales. Les mains sont moites et chaudes, elle transpire abondamment à la moindre émotion. C'est une malade aux cheveux foncés, yeux bruns, très nerveuse, douleur nette à la pression, dans la région des articulations sacro-iliaques et du mollet gauche. L'étude répertoriale répondant à ces indications indique 10 remèdes suivants: ferrum, indigo, callium bichromicum, callium iodatum, lycopodium, mercurius cyanatus, rus toxicodendron, ruta, sépia et valériana. Alors, le cas paraissait clair et facile pour Pierre Schmidt. Les symptômes qu'il a retenus à ce moment-là, c'était l'amélioration par le mouvement continu et l'aggravation à gauche. Alors, ce qu'il a prescrit à sa patiente à ce moment-là, c'est le Rustox 10 000 K, une dose. Alors, Pierre Schmidt,
retient seulement que ces 2 symptômes, alors c'est ce qu'il nous mentionne. Est-ce la totalité des symptômes? Que fait-on des autres symptômes? Les symptômes caractéristiques sont les symptômes les plus consistants du cas. Alors, il faut donc considérer les autres modalités qui sont présentes dans ce cas, pas seulement les 2 retenues. À présent, nous allons tenter de vous exposer la façon d'analyser le cas selon la méthode de Bonny-Gaussen en utilisant le TBR2 comparativement à l'utilisation du répertoire de Kern en reprenant tout le cheminement et suivi de ces consultations. Alors, comme je disais, en considérant les symptômes les plus marqués, les plus singuliers, les plus frappants et caractéristiques, c'est-à-dire consistants, décrits par Pierre Schmitt, voici, nous, ce qu'on a retenu comme symptômes décrits dans le texte. Sciatique gauche, qui irradie dans le mollet et le talon, douleur erratique, aggravée à l'air froid, aggravée à la position assise, améliorée par le mouvement, surtout par la marche, aggravée à 5 heures du matin, aggravée par le repos, aggravée par la toux, aggravée par les éternuements, aggravée à la pression, transpiration abondante, on relate les mains moites et chaudes, douleur rhumatismale de la région sacrée. Et dans le texte, il mentionnait nervosité augmentée et chatouillement continuel de la plante des pieds. Alors, ces 2 symptômes-là, Juan Carlos, on ne les a pas retenus. Peut-être tu pourrais nous expliquer pourquoi qu'on ne les retient pas ici dans la répertorisation. Je les retiendrai si c'est la débuté depuis le commencement de la maladie. Si ils sont traits de la personnalité qui appartiennent à la patient, on ne les prend pas. Mais si on retenait ces symptômes, ça n'ajoute rien à la répertorisation. OK. Alors, c'est ça. Si c'est des traits qui appartiennent au tempérament, caractéristiques, à la constitution, disposition mentale de la personne, à la constitution, tu ne prends pas ces symptômes. Exactement, parce qu'ils ne sont pas des symptômes. Les symptômes sont... Nous, on traite la maladie, comme tu dis. Oui, toutes les expressions qui commencent à partir que la maladie ça a commencé. Mais s'ils sont des traits de la personnalité, du tempérament et de la constitution, ils ne sont pas des symptômes, on ne les prend pas par conséquent. Alors, on va passer à la répertorisation qui était faite sur le TBR2. Alors, on a retenu les symptômes qu'on vous a relatés. Si on les voit en anglais, mais c'est la même chose. C'est left side, c'est à gauche. Aggravé en se levant de shifting from one place to another. Non, les douleurs changent de place. Exactement. Alors, des douleurs erratiques. Ensuite, on a... aggravation avec l'air froid. L'air froid. Elle a commencé les symptômes quand elle se promenait en auto à l'air froid et c'est là que débutaient les symptômes. Aggravation position assise. On retient surtout que c'est une modalité très claire que c'est l'amélioration à la marche. Amélioration à la marche. Aggravation l'après-minuit parce qu'on considère que c'est déjà dans la rubrique l'aggravation 5. Elle se réveille à 5 heures du matin. Exactement. Alors, la rubrique qu'on retient, c'est après-minuit. Amélioration avec le mouvement, que par contre, c'est l'explication de l'aggravation avec le repos. Aggravation au repos, parfait. Aggravation avec la toux. Aggravation avec les éternuements. Améliorer à la pression forte. Aggravation à la pression forte. La transpiration des mains moites. Alors, tu retiens la rubrique qui est plus générale, transpiration. Exactement, parce que c'est la rubrique qui explique la facilité, la disposition à transpirer. OK? Donc, c'est la rubrique générale, si on peut dire comme ça. Et finalement, on retient la localisation, l'endroit, que c'est lumbosacral. Parfait. Alors, comme on disait, les symptômes qui en ont été retenus, c'était la nervosité augmentée et le chatouillement. On vous a expliqué un peu plus tôt pourquoi on ne les a pas retenus. Alors, lors du premier suivi, Pierre Schmitt relate que le suivi du 8 octobre, on apprend que la patiente a mieux dormi, avec une légère sédation des douleurs, mais les réveils à 5 heures sont toujours très pénibles. Suite au second suivi, le 11 octobre, on apprend que les douleurs sont pires que jamais, qu'elle ne sent aucun changement, les douleurs sont atroces par moments et elle ne peut plus rester au lit depuis 5 heures du matin. Devant cet échec,
Pierre Schmitt se voit dans l'obligation de trouver parmi les symptômes d'autres symptômes qui se manifestent sur un plan plus chronique. Il revoit le cas et cherche maintenant à prendre en compte les symptômes généraux et mentaux qu'il peut recueillir de manière à former un tableau symptomatique de la maladie. Et je vais faire une parenthèse, Jassan, de ce qu'on vient de lire. Si ce sont des expressions mentaux et généraux, mais de toute la vie de la Constitution, on ne les prend pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas expression de la maladie. C'est-à-dire, ils ne sont pas des symptômes. Ce sont des expressions de toute la vie qui appartiennent. Des expressions de la Constitution. Qui appartiennent à la Constitution. Ce ne sont pas des symptômes qui ont changé depuis le début de la maladie. Exactement. Mais mettons, je vais vous donner un exemple. Si madame, elle était jalouse toute la vie, c'est-à-dire que ça appartient à sa constitution. Mais si à partir du début de la maladie, la madame commence avec la jalousie, on le prend. Pourquoi? Parce que ça commence en même temps que la maladie. C'est un nouveau symptôme qui se manifeste. Et c'est-à-dire que c'est un symptôme. Est-ce que tu vois la différence? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, on s'appuie sur la forêt 6 dans l'organon pour vous dire quels symptômes qui sont vraiment importants à considérer. Alors, ce qui est décrit dans la forêt 6, c'est ces perturbations, c'est-à-dire ces déviations du précédent état de santé de l'individu actuellement malade. Alors, c'est ce que Juan Carlos vient d'expliquer. Si les déviations viennent de débuter, alors on va les considérer, mais sinon, on ne les prend pas. Exactement. Alors, à la fin de la forêt, on dit, c'est-à-dire qu'ils constituent in toto, la totalité, la forme vraie de la maladie, la seule que l'on puisse concevoir. Regarde qu'est-ce qu'on remarque, c'est la seule chose qu'on considère. Pas toute l'histoire du client, pas toute l'histoire de la patiente, pas le tempérament, pas la constitution. On prend seulement les symptômes qui ont débuté avec la maladie. C'est très clair. Ouais. Alors, suite au suivi, on apprend que les règles sont régulières, peu abondantes, avec quelques caillots, qu'au point de vue mental, elle a peur de toutes les maladies, de la souffrance surtout, qu'elle ne supporte pas la vue du sang, elle est extrêmement autoritaire et ne supporte pas la contradiction, mais tâche de se maîtriser. Elle est horriblement frileuse quand elle est tranquille, mais elle adore le tennis parce que dès qu'elle commence à faire de l'exercice, elle se réchauffe. Alors, Pierre Schmitt relate qu'il retient les règles régulières et peu abondantes avec quelques caillots, peur de toutes les maladies de la souffrance et du sang, autoritaire, ne supporte pas la contradiction, frileuse au repos et améliorée à l'exercice. Ce caractère autoritaire associé à cette amélioration nette par le mouvement lui fait étudier 4 remèdes, dont Kalium iodatum, Lycopodium, Nux vomica et Valériane. En égard également à cette manifestation arthritique et à ses antécédents rhumatisants, il lui donne le 11 octobre Lycopodium 200, une dose. Alors, on note ici qu'on a surligné en caractère autoritaire. Lui, Pierre Schmitt l'a retenu, mais nous, on vient d'expliquer pourquoi tu ne le retiendrais pas, parce que c'est une caractéristique qui appartient à la patiente depuis toujours. Exactement, c'est constitutionnel, c'est pas un symptôme. Alors, 3 jours après, elle m'apprend que l'état est stationnaire. Pourtant, les douleurs remontent maintenant vers la cuisse, comme avec les piqûres de naïodine. Il semble que la douleur soit un peu moins forte le matin vers 5 heures. Les douleurs sont pires maintenant quand elle se lève après avoir été assise. La position assise n'est du reste plus supportable. Ceci a l'air de montrer que le lycopodium agit puisque les anciens symptômes reviennent. Mais ce qui ne m'encourage pas guère, c'est que le malade ajoute qu'elle se sent tout aussi déprimée. Il y a donc une légère sédation locale, mais la malade elle-même ne se sent pas mieux. Cependant, je ne donne aucun remède afin de laisser l'action de lycopodium se développer. Le 18 octobre, la malade revient, non seulement découragée, mais très mécontente, car maintenant, ce n'est plus à 5 heures du matin qu'elle se réveille, mais à 2h30 du matin et elle ne peut plus dormir. La douleur est si insupportable qu'elle doit sortir du lit, se promener dans la chambre.
La position assise est maintenant intenable et elle ne peut plus assister à aucune conférence ni invitation. Elle demande un calmant. Pierre Schmitt lui explique le danger de reprendre la thérapeutique allopathique qui s'est trouvée absolument inefficace jusqu'à présent et je veux arriver non pas à pallier, mais à guérir les symptômes. Je lui donne alors Kalium Carbonicum 200, 3 doses, une dose chaque soir au coucher. Lors de la première consultation, Pierre Schmitt relate qu'il a retenu 2 symptômes. Ici, lors de ce suivi de la troisième consultation, il ne nous mentionne pas quels symptômes il a retenus. Alors voici nous ce que nous retenons. Aggravé en se levant de la position assise, aggravé en étant assise, déprimé, réveil à 2h30, ne peut plus dormir, doit rester debout et se promener dans la chambre, agitation durant les douleurs. Et voici la répertorisation sur le TBR2. On voit clairement l'aggravation en se lever de la position assise, l'aggravation dans la position assise en général, comme toujours, l'amélioration en marchant, l'agitation, l'inquiétude physique, l'aggravation après minuit. C'est intéressant aussi cette rubrique que quand la patiente se réveille, elle ne peut pas s'endormir, il a la difficulté à s'endormir, c'est la rubrique, ok? Celui-là, waking, insomnie, cannot sleep again once after Ne waking. peut plus dormir un coup qu'elle est réveillée. Exactement. Et finalement, la tristesse, que c'est la mélancolie, c'est la dépression, c'est la dernière. Donc, encore une fois, vous allez voir que Sepia, ça sort parmi les médicaments à considérer. Il faut emphasiser que ce n'est pas toujours le premier remède que c'est le médicament indiqué. Quand on travaille dans la méthode de Borninghausen, on doit utiliser la différenciation de la matière médicale pour arriver à les bons médicaments, Yassan. Parce que, comme tu sais, le répertoire, c'est seulement inutile pour nous indiquer, oui, exactement, pour nous guider, pour nous indiquer c'est quoi le médicament à considérer. Mais ce n'est pas le premier médicament qui sort. Par exemple, ici, si ça sort... Ici, Sepia sort en deuxième position. Exactement, mais même Sepia, ça sort là dans la répertorisation. OK? Alors, le 18 octobre, la situation s'est maintenant aggravée. La douleur apparaît beaucoup plus tôt dans la nuit et elle est si intolérable en position couchée qu'elle oblige la patiente à rester debout et marcher le restant de la nuit. L'aggravation vers 3 heures du matin qui la pousse hors du lit, son agitation pendant les douleurs, conduit Pierre Schmitt à lui prescrire Kalium Carbonicum, indiqué spécialement dans les sciatiques gauche. 3 soirs de suite, crie-t-elle à l'aide, s'accroche-t-elle à son médecin. Au bout du 3e jour, j'apprends hélas qu'il n'y a aucune amélioration. Je lui donne Kalium iodatum 200, 2 doses, une dose à chaque jour. Et un nouvel échec. On se questionne à savoir pourquoi Kalium iodatum est-il donné à ce moment-là. On ne sait pas sur quoi Pierre Schmitt s'est appuyé pour prescrire ce remède. Exactement. Alors, dans ces symptômes-là qu'on vient de relater, voici la répertorisation de ce qu'on a retenu. Ok, latéralité gauche, comme toujours, aggravation position assise, amélioration quand elle marche, et amélioration avec le mouvement, aggravation par contre avec le repos. Cette ici, c'est une rubrique très intéressante parce que je trouve que le problème de madame, c'est que si elle reste très longtemps allongée, ça l'aggrave. Pour ça est-ce qu'elle se réveille très tôt dans l'après-minuit. Dans la nuit. Exactement. Dans la rubrique, c'est exactement celui-là. C'est rester allongé en position, aggravé en position allongée pendant longtemps, c'est ça? Exactement. Prolongé. Que en anglais, c'est lying while lying in bed prolonged. De façon prolongée. Exactement, c'est ça. Comme toujours, l'aggravation debout, l'aggravation après minuit. Oui, parce que les réveils sont maintenant 2h30 du matin. Et l'agitation physique. Comme tu vois, toujours c'est presque le même pattern, le même patron de symptômes. Et des fois, ce que fait Pierre Smith, c'est ajouter une ou deux symptômes de plus, mais à la fin, ça ne change pas la répertorisation. Au contraire, ça confirme la médication
que c'est sépia, vers comme tu le lequel vois on ici. est arrivé dès la première répertorisation. Exactement, c'est ça. Et Sépia, on le démontre sépia ici, est toujours là. avec la troisième répertorisation, sépia, c'est toujours là. OK? Alors, le 26 octobre, la malade va plus mal. Les douleurs sont maintenant dans tout le monde. Une analyse complète démontre une forte diminution de l'urée, la présence d'urate, d'acide et de soude, d'oxalate et de carbonate de chaux, un état cardio-rénal et une forte insuffisance tubulaire. Il me permet de poser le diagnostic de sciatique arthritique. Je repense alors, non sans mélancolie, à une phrase de mon professeur de médecine interne. Quand vous aurez un malade atteint d'une sciatique, le mieux que vous puissiez faire est de recommander un confrère. Cela vous évitera un échec qui peut porter atteinte à votre réputation. Je mets la malade au régime strictement végétarien, lui ordonne comme boisson de l'eau distillée et étudie à nouveau les symptômes qui répondent à valériana et ammonium muriaticum. Ce dernier remède a, on parle toujours d'ammonium muriaticum ici, l'aggravation à gauche, aggravation typique étant assise, amélioration par le mouvement et la marche, aggravation nette au repos. Vu aussi la chronicité du cas, je donne le 27 octobre ammonium muriaticum 10 000 cas une dose. On voit que kalium iodatum échoue à son tour et qui prescrit ammonium muriaticum. Alors, pourquoi ici Pierre Schmidt considère dans sa prescription la présence d'acide d'urate et de soude et d'oxalate de carbonate de chaux ou ce qu'il appelle la sciatique arthritique. Pourquoi s'est-il appuyé pour sa prescription d'ammonium mur c'est basé sur le diagnostic de la maladie? Regarde, Jassan, on sait qu'en homéopathie, jamais on fait la prescription sous le diagnostic de la maladie. Donc, c'est une erreur, c'est pas une misconception, ok? Parce que jamais on prescrit sous le nom de la maladie ni le diagnostic de la maladie. Ça sert à rien. Oui, je respecte ce qu'il fait. Il a considéré la sciatique arthritique, mais à la fin, on n'utilise pas le nom de la maladie, même le diagnostic, pour faire la prescription. Non, c'est toujours sur les symptômes. Exactement, qui c'est sont ça. là, présents actuellement. Alors, le 2 novembre, j'apprends que la malade a pu dormir 2 heures par nuit, mais que tout le reste du temps, la douleur l'oblige à se promener, comme en revenant dans un appartement, ce qui n'est pas du goût de son mari, comme vous le pensez. Elle a des douleurs spontanées quand elle est debout, sous le genou, sur la cheville et dans le mollet. Quand elle est assise, la douleur est surtout forte à la fesse. De plus, elle a maintenant des fourmillements à la plante des pieds pendant la douleur. Elle a très soif la nuit, me souvenant alors d'un conseil de Dr Mattoli qui m'avait avoué, dans presque tous les cas où il y avait des échecs, les malades ne suivaient pas ses prescriptions ou prenaient des remèdes en cachette. Je lui fais subir un interrogatoire serré et j'apprends que depuis 2 mois, elle prend du sel iodé dans sa nourriture pour se faire maigrir. Est-ce la cause de l'aggravation ou est-ce qui empêche la guérison en antidotant le remède? On ne sait pas trop. Alors, Dr Smith fait immédiatement arrêter le sel iodé et lui donne le 2 novembre une dose de valériana 200. Le 6 novembre, la situation est inchangée. La nuit est toujours aussi mauvaise. L'étude des symptômes me paraît pourtant toujours répondre à valériana. L'essai me paraît avoir été honnêtement et suffisamment longtemps. Alors, je donne valériana 3X en 3DH, 5 gouttes toutes les 4 heures, la dose ayant été peut-être improprement choisie. Alors, suite à cette nouvelle description des symptômes, voici ce qu'on a retenu ici dans la 4e répertorisation. Qu'est-ce qu'il y a de différence? Qu'est-ce que tu notes dans la répertorisation, Jassan, comme Alors, ce qui symptôme? s'ajoute dans ça ici, c'est la soif la nuit qu'il mentionne dans le texte. Parce que le reste? Le reste, c'est tous des symptômes qu'elle avait déjà, améliorés à la marche, aggravés en étant debout et aggravés en étant dans la position assise. Exactement, ça nous montre que c'est toujours les symptômes consistants que à la fin c'est l'expression des symptômes caractéristiques, parce que par définition, caractéristique, c'est-à-dire quoi, Jassan? C'est quoi caractéristique? Ben, c'est les symptômes les plus consistants, c'est ça, qui vont se répéter et qui sont toujours présents. Et on voit la même situation, la même dynamique ici, les symptômes qui se répètent.
Alors, nouveau symptôme, c'est la soif qu'on apprend qu'elle a soif la nuit. Mais encore une fois, Mais sépia est toujours là pour la soif même la nuit. exactement. Alors, 2 jours après, j'ai une consultation dont certes je me souviendrai. La malade est littéralement désespérée. Elle a essayé l'allopathie pendant 3 mois sans aucun résultat. Elle a maintenant essayé l'homéopathie pendant 1 mois et les douleurs, loin de diminuer, sont pires que jamais. Elle n'en peut plus car elle ne dort pas, ne peut s'y étendre, ni s'asseoir, ni rester debout, car ce sont alors des douleurs excruciantes à la fesse, au mollet ou dans toute la jambe. Elle n'a pas de paix comme dans le juif errant. La vie conjugale est intenable et monsieur trouve ce début de mariage fort peu encourageant. Madame me demande si l'homéopathie n'a vraiment pas de meilleur remède. Donnez-moi ce que vous voudrez, docteur, mais guérissez-moi. La consultation est du reste fort pittoresque, le malade ne pouvant rester assis plus que quelques minutes, ni se laisser examiner dans la position étendue parce que les douleurs sont trop fortes. La malade présente les mêmes symptômes qu'au début. Si elle réussit à s'endormir, elle est réveillée au bout de 2 heures par les douleurs qui la poussent hors du lit. Les pieds sont froids, les mains sont chaudes. Elle est mariée maintenant depuis 7 mois et quoique fort désireuse d'avoir des enfants, rien ne s'est encore produit. Elle est plutôt frigide. Cette frigidité associée à la stérilité, si j'ose dire, sa grande frilosité, l'amélioration par le mouvement violent, le peu d'abondance des règles, la peur d'attraper une maladie. Tout cela me permet, après une longue série d'études, alors que la lampe de minuit était brûlée, de déterminer le remède à administrer. Alors, dans les remèdes qu'il considère, c'est colocynthis, ferrum, méniante, ruta, sépia et valériana. Alors, lors de cette dernière consultation, il prescrit finalement sépia en 200, une dose. Et dans la nuit, le matin même, je crois, il reçoit un appel de la cliente. Et le 11 novembre, je reçois un coup de téléphone tôt le matin. C'est une exclamation de satisfaction car elle a pu dormir 4 heures de suite. Tout va beaucoup mieux. Le 13 novembre, elle a dormi toute la nuit sauf 1 heure et elle peut rester étendue maintenant. Le 15, elle dort la nuit entière, elle peut rester assise et elle a même assisté à une conférence. Les règles viennent de s'établir, elles ont été beaucoup plus abondantes, le fourmillement de la plante des pieds a disparu, la douleur dans le membre n'existe plus, sauf encore à la fesse. Je la revois le 7 décembre et elle est toute heureuse, se sent tout à fait normale et complètement guérie. Grosse amélioration. Wow. Alors, on reprend la répertorisation au complet pour la répertorisation finale. Si tu peux la commenter, s'il te plaît, Anne-Carlos. Ok, comme toujours, la grabación allongée longtemps. Aggravación position assise, aggravación position debout. Intéressant maintenant que M. Schmidt ajoute que l'effort physique l'améliore, et c'est la rubrique Physical Exertion Ameliorates, le despair, l'insomnie causée por des autres problèmes. L'expression ici dans notre répertoire, c'est insomnie caused by other complaints. La frilosité dans des endroits isolés, la sensation de chaleur, la même chose dans des endroits isolés, la libido réduit, diminuée, le problème pour la conception, ça s'expresse avec ces rubriques-là, que c'est la stérilité, la menstruation scanty, peu profuse, peu abondante. Exactement. Et finalement, l'hypochondriasis, parce que c'est toujours la peur de la maladie. Est-ce que je vais sortir de la maladie? Qu'est-ce qui se passe si j'ai une maladie très agressive? Est-ce qu'une journée, je serai guéri de cette maladie? C'est toujours l'expression de l'hypochondriasis, la préoccupation pour la maladie, n'est-ce pas, Jasmine? Exactement. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu vois d'intéressant dans les rubriques, dans l'expression répertoriale que Alors, si on analyse la totalité des symptômes, on voit, selon la répertorisation finale, qu'on arrive encore une fois à sépia, comme la répertorisation initiale arrivait à sépia dès le début. Alors, ça conclut vraiment que sépia était le bon remède. Alors, ça a mis plusieurs consultations à Pierre Schmidt de se rendre à sépia, mais finalement, qu'il a guéri la malade, mais ça a été
Un dur labeur, comme on dit, pour arriver à ce remède-là. En plus, on voit une chose que peut-être je vais l'expliquer dans une vidéo qu'on va faire dans le futur, que c'est le concept de la consistance de la gradation. Qu'est-ce que tu vois ici? Je sens que parmi entre une rubrique et l'autre, il n'y a pas une grosse différence entre les gradations si on compare la sépia, mettons avec silicia, caustique. C'est-à-dire qu'on Les voit gradations ici, sont hautes, 3, 4, on voit. C'est ça? oui, le changement de gradation, c'est pas assez grand entre une rubrique et l'autre. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que Borninghausen, dans sa pratique, il a vu presque les mêmes ensemble de symptômes. C'est-à-dire que même la gradation et la bonne consistance de gradation, ça nous montre que peut-être dans le temps de Borninghausen, il a vu quelque chose de semblable. Mhm. Et ça, c'est important parce que De le ça nous considérer donne aussi. plus sécuritaire. Oui, Mhm. ça confirme que Ça c'est un bon confirme. choix, Mhm. que c'est un bon choix. Et que peut-être le maître, il l'a vu dans sa pratique. OK? Intéressant. Oui, c'est très intéressant. Et c'est un avantage qu'on le trouve seulement dans le TBR2. Aucun répertoire présent, c'est utile de la gradation et de la consistance, que c'est très important pour travailler dans la pratique. Mhm. Alors, en conclusion, comme on peut constater lors de la répertorisation suite à la première consultation, dès le début, tous les symptômes indiquaient que Sépia était le bon médicament. Les consultations ultérieures ont seulement confirmé que Sépia était bien le bon choix. Et finalement, la dernière répertorisation valide que Sépia était bien le bon médicament. Tous les symptômes rapportés tout au long de la consultation nous conduisaient à Sépia. Exactement, Jason. Alors, bien, nous vous remercions toute la grande communauté française pour votre écoute et visionnement de cette vidéo, de cette présentation, en espérant que celle-ci aura pu vous éclairer sur l'approche hahnemannienne en utilisant le répertoire de Bonny-Gauzen. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire à l'adresse email bonnygozen@gmail.com. Alors, merci Juan Carlos. Merci à toi, Jason, pour partager ces beaux cas. Merci de m'avoir invité à travailler avec toi sur ce cas et au plaisir d'avoir l'opportunité de vous présenter d'autres cas passionnants dans un futur rapproché. Exactement. OK. Merci et au Merci. plaisir. Au revoir.